merci de donner le temps de tout poser à plat, de poser des questions, et puis je serais ravi de vous écouter tous pour que vous me donniez votre retour, parce que je suis toujours pas tellement au clair sur ce problème. Alors, d'abord, pourquoi il y a un problème, voilà, de but en blanc. D'abord, oui, c'est vrai que ben, j'ai vu arriver ça dans les années 2000, comme ça, tout d'un coup. Bon, pourquoi pas. Et bon, bah, j'ai laissé tomber. Et puis là, vous êtes au courant, il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de fermer les CMPP pour les remplacer par des plateformes d'évaluation des troubles du neurodéveloppement. Alors là, c'est pas juste une lubie, c'est un vrai problème concret. C'est que bah, du jour au lendemain, il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas de troubles du neurodéveloppement parce que ça existe, qui ne seraient plus pris en charge. Et c'est fou. C'est fou et il a fallu 2 ans de mobilisation des collègues pour que finalement le gouvernement désavoue l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, on pourra en discuter après. Il y a, il y a des collègues qui ont essayé d'analyser ce qui s'est passé pour que le gouvernement arrive à désavouer la RS Nouvelle-Aquitaine. Et en termes démocratiques, c'est à la fois vertigineux parce que ça aurait pu ne pas se passer, mais quand même assez rassurant sur la façon dont les institutions fonctionnent. Il y a eu ça. Bon. Et puis il y a un autre problème, mais je ne vous le dis pas tout de suite, qui pour moi est encore plus majeur, mais c'est du teasing, je vous le raconterai dans 10 ou 15 minutes. En tout cas, il y a un problème avec les troubles du neurodéveloppement, tels qu'ils sont conceptualisés aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est une évidence, il y a un problème. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Peut-être que tout n'est pas mauvais, c'est pour ça que dans mon titre, il y a peut-être qu'il faut en garder, peut-être, mais en tout cas c'est sûr qu'il faut en laisser. Mais on pourra dire aussi, c'est comme dans toutes les modes. Parfois, il faut en laisser et il faut en garder. Alors, comme on a du temps, bah, je vous propose d'abord de se poser la question, mais comme finalement ça fait pas très longtemps que ces trucs ça existe, comment c'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que c'est brutal, mais on en voit les prémices dès les années 70, ce qui est assez récent quand même pour la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Avec la notion au début de... Alors en français on dirait de handicap développemental, developmental disability dans le monde anglophone, parce que bien sûr tout ça est venu du monde anglophone. Et donc, années 70, les Américains considèrent que, au niveau des handicaps, c'est vrai qu'il y a certains handicaps qui commencent dès la petite enfance et qui durent toute la vie. Et de ce fait, on ne doit pas les étiqueter pareil que les autres handicaps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça ne me choque pas. Alors, années 78, ils affinent et ils disent oui, mais il y a des troubles, enfin des handicaps développementaux. Certains touchent le système nerveux central et certains non. Et il faut les séparer. Et c'est là qu'on arrive au neurodevelopmental disability, avec la cécité, la surdité, l'épilepsie, tous les dysphasie, dyspraxie, etc. Puisque vous savez que dans le monde anglophone, le concept de dys n'existe pas. Donc nous, on a comme ça, c'est assez intéressant, 10 machins qui permet de mettre sous un même chapeau un ensemble de troubles. Et puis les retards mentaux qu'on n'appelle plus ça parce que c'est pas politiquement correct, etc., etc. Voilà. Donc on met tout ça sur le même chapeau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas séparer Alors il y a du dualisme derrière, hein, bien sûr. Mais le dualisme c'est pas interdit, hein. On a le droit d'être dualiste, hein. D'ailleurs on le verra tout à l'heure. C'est même pas un droit, c'est une réalité anthropologique. Voilà. Alors, mais donc tout ça, vous voyez, c'est le monde du handicap, c'est pas le monde de la psychopathologie. Là où il y a une vraie nouveauté, c'est
la classification internationale des maladies, dans sa 10e édition, en 1996, il y a le volet psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui est édité par Michael Rutter. Michael Rutter, c'est un immense pédopsychiatre britannique, qui a écrit un énorme manuel de pédopsychiatrie. Donc c'est un vieux monsieur qui est toujours vivant, qui, faut être honnête, a été maltraité par les psychanalystes pendant toute sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'il a exercé dans les années 60, 70, 80. À l'époque, il y avait de la psychanalyse partout et lui, il était franchement de l'autre côté. Et donc, il s'est fait démonter pendant toute sa carrière. Et, ça c'est mon interprétation, il arrive aujourd'hui où en fait, il a tout gagné a posteriori. Et donc, il est très vieux et il est dans une situation où c'est plus la psychanalyse qui a gagné aujourd'hui. Vous avez découvert. Enfin, vous avez réalisé ça. Et donc, en 1996, Michael Rutter, donc pape de la pédopsychiatrie, j'ai envie de dire, nouvelle vague, quoi, telle qu'elle est aujourd'hui, épidémiologique, neurobiologique, etc. Donc, il écrit l'éditorial, l'introduction de la classification internationale des maladies. Et dans cette classification internationale, il y a un axe 2 qui correspond au Disorder of Psychological Development. Donc c'est pas neurodéveloppement, c'est psychodéveloppement. Et vous voyez, je pense que les mots c'est très important. À ce moment-là, on n'appelle pas ça neurodéveloppement, on dit que ce sont des troubles, mais du psychodéveloppement. Donc là-dedans, il y a tous les 10, le langage, la lecture, les maths, la motricité, etc. Et l'autisme, le syndrome de Rett et le syndrome d'Asperger, qui à l'époque était mis à côté de l'autisme. Et de façon intéressante, l'hyperactivité n'est pas dans cette catégorie. L'hyperactivité est dans les behavioral disorders, c'est-à-dire les troubles du comportement. Alors, comment il définit ces troubles? Début dans l'enfance, déficit ou délai dans le développement du fonctionnement, et c'est un déficit ou délai fortement associé à la maturation du système nerveux central. Et puis c'est stable dans le temps. Alors voilà, et ces 3 points vont être très forts structurellement. Donc début dans l'enfance, stable dans le temps, déficit du fonctionnement, lié à une anomalie de la maturation du système nerveux central. Voilà. Alors, la suite, c'est 2008, où là, c'est Michael Rutter, dans son livre à lui, un énorme bouquin, il y a 76 chapitres, et le chapitre numéro 3, c'est les troubles neurodéveloppementaux. Et à ma connaissance, c'est là que ça apparaît vraiment. Alors, et il reprend la définition donnée dans la classification internationale des maladies, ce que je vous disais, début dans l'enfance, stabilité dans le temps, déficit ou délai dans le développement de fonctionnement fortement associé à la maturation du système nerveux central. Et il dit, mais alors là, il y a une élaboration, comme c'est un livre, il y a une élaboration, alors j'allais dire psychopathologique, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt physiopathologique. Des arguments pour dire, oui mais alors pourquoi, quel trouble, etc. Et alors il reconnaît que c'est bien compliqué, parce que si on prend la définition qu'il y avait dans la classification internationale maladie, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome d'alcoolisme fœtal, etc., les traumatisés crâniens, les enfants traumatisés crâniens, la paralysie cérébrale, ce qu'on appelait autrefois les IMC, infirmités motrices cérébrales, tout ça, ça pourrait être des troubles du neurodéveloppement. Mais il dit non, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, en fait, les troubles du neurodéveloppement, globalement, ils s'améliorent dans le temps. Très intéressant. Alors que c'est vrai que l'épilepsie, les problèmes de retard, de traumatisés crâniens, ça s'améliore pas forcément dans le temps. C'est fixé, quoi. Et il dit, il y a des vulnérabilités génétiques. Enfin, Prader-Willi, c'est aussi une vulnérabilité génétique. Et c'est multifactoriel. C'est que Prader-Willi, c'est pas multifactoriel. Le syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est pas multifactoriel. On voit tout de suite d'où ça vient. Alors que l'hyperactivité, l'autisme, les 10,
on ne voit pas vraiment d'où ça vient, même s'il y a une vulnérabilité génétique. Et il va raccrocher l'hyperactivité là, en disant ben, c'est un peu pareil, il y a une vulnérabilité génétique, on ne voit pas d'où ça vient, c'est multifactoriel, et puis ça s'améliore un peu dans le temps. Mais on ne met pas la schizophrénie. Alors que la schizophrénie, c'est développemental, c'est génétique, c'est plus ou moins multifactoriel. Alors est-ce que ça va mieux dans le temps? Ben, ça dépend comment ça évolue, ça peut aller mieux dans le temps. Ouais, mais alors la schizophrénie, c'est pas pareil, parce que il y a des accès dans la schizophrénie. Alors que dans l'autisme et dans l'hyperactivité, il n'y a pas d'accès. Voilà, alors vous voyez, et il explique tout ça. Il y a une dizaine de pages extrêmement bien documentées, où il justifie pourquoi il pense que ça fait sens de développer ce concept. Et moi, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. C'est un clinicien, c'est un chercheur, il a le droit de proposer des pistes. Des pistes pour regrouper des troubles pour lesquels il trouve qu'il y a un dénominateur commun. Et de proposer cette piste pour que les autres s'en saisissent et fassent de la recherche. Moi, je trouve, à ce stade-là, pour moi, il n'y a aucun problème. Alors, il y a juste quand même un méga problème. C'est juste une phrase. C'est que, en plus de la définition qu'il y a dans la classification internationale des maladies, il dit voilà, ben alors, contrairement au retard mental, parce qu'il ne met pas le retard mental dans les troubles neurodéveloppementaux, parce que le retard mental, c'est un déficit du fonctionnement. Les troubles du neurodéveloppement, c'est un fonctionnement déviant. Et c'est marqué noir sur blanc. Deviant functioning, c'est-à-dire anormal à tous les âges. Il faut quand même le faire. Et c'est pas au Moyen-Âge, c'est en 2008. En 2008, il y a un pédopsychiatre de grand renom qui se permet d'écrire que l'autisme, l'hyperactivité, c'est un fonctionnement déviant, qui est un fonctionnement anormal à tous les âges. Alors, en 2013, arrive le DSM-5, vous êtes au courant, et c'est là qu'il y a la consécration des troubles neurodéveloppementaux. Alors, avec une définition, comme souvent avec le DSM, c'est super politique, c'est-à-dire ils ont conscience qu'ils doivent rentrer dans le courant, mais ils doivent éviter les récifs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu la définition d'un trouble neurodéveloppement dans le DSM, c'est assez fascinant. C'est un trouble précoce, bon, ça mange pas de pain, par exemple avant l'école primaire, on est bien d'accord, caractérisé par des déficits du développement, qui entraînent une altération du fonctionnement, d'accord, personnel, social, scolaire ou professionnel. Donc, trouble précoce, déficit du développement, altération, fonctionnement personnel, social, scolaire, professionnel. Mais pourquoi on appelle ça neurodéveloppemental? Il n'y a rien de neuro là-dedans. Il n'y a rien de neuro dans la définition du trouble neurodéveloppemental du DSM. Et donc le fait de mettre neuro est un geste purement politique. C'est purement politique. Puisqu'en fait, ça pourrait se passer dans la thyroïde, dans les doigts de pied ou dans l'estomac, ou dans le microbiote, ça serait pareil. Rien ne dit, dans la définition du DSM, que les troubles qu'ils appellent neurodéveloppementaux sont dus à un problème du cerveau. Et c'est fou qu'ils assument ça complètement. Alors, donc vous voyez que déjà ça flotte, et alors aujourd'hui, c'est l'immense bazar. Vous pouvez taper sur Google Neurodevelopmental Disorder, vous allez avoir un immense bazar, et un bazar qui est un fourre-tout. Donc le premier item qui arrive sur Google quand vous tapez ça sur votre ordinateur, vous trouvez une définition de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis qui dit ben, les NDD, hein, ce sont des disabilities associées avant tout avec des problèmes de fonctionnement du cerveau et du système nerveux central. Et donc on met dedans tout.
l'hyperactivité, l'autisme, les dys, les problèmes de QI, les troubles des conduites, les paralysies cérébrales, la surdité, la cécité, etc., etc. Et donc vous voyez, en fait, aujourd'hui, personne n'est d'accord sur le contenu des troubles neurodéveloppementaux. On y met tout ou n'importe quoi, ou alors certains y mettent des choses qui sont extrêmement circonscrites. Alors, déjà, là, il y a un problème, c'est que quand on n'est pas d'accord pour définir quelque chose, ça veut dire que, quelque part, il y a un petit problème. Même si entre nous, si j'avais à dire que quelqu'un a mieux vu les choses, c'est Michael Reuter. Parce que je pense que il a beau avoir des défauts, c'est un vrai penseur de la clinique et c'est un vrai scientifique, il a eu une intuition. Il a eu une intuition, il l'a étayée par des arguments scientifiques. Alors, il a formulé ça d'une façon absolument catastrophique, on est bien d'accord, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas son truc. Mais il n'est pas arrivé au bout de son cheminement, c'est-à-dire il a senti qu'il y avait quelque chose, mais il n'a pas réussi à dire pourquoi. Pourquoi on doit enlever, en fait, Michael Reuter, il enlève des troubles neurodéveloppementaux, tout ce qui est neurologique. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il ne met dans les troubles neurodéveloppementaux que les troubles qui sont aujourd'hui les troubles psychiatriques. Tout ce qui est neurologique, il enlève. Et ça, franchement, c'est une véritable interrogation pour moi. Alors il dit, hein, c'est multifactoriel, et c'est vrai que la plupart des troubles neurologiques ne sont pas multifactoriels, ils ont une étiologie assez déterminée, mais pourquoi appeler un trouble neurodéveloppemental un trouble qui est forcément multifactoriel? Pourquoi faire ça? On essaiera de voir tout à l'heure. Hein. Bon, alors, il y a un autre... donc voilà, l'histoire des troubles neurodéveloppementaux, et vous voyez que, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est quand même un gros bazar. C'est un gros bazar. Alors, ce qui vient compliquer considérablement les choses, c'est le DSM qui, alors pour des raisons politiques aussi et des raisons cliniques, en même temps qu'il authentifie la notion de trouble neurodéveloppemental, authentifie la notion de trouble du spectre de l'autisme. Et ça a été aussi une vraie révolution. Moi, je vous garantis que je ne suis pas un jeune pédopsychiatre, vu la couleur de mes cheveux. Eh bien, pour moi, il y avait l'autisme de Kanner et le syndrome d'Asperger. C'est vrai que, quelque part, ça se ressemblait un petit peu à la marge. Mais enfin, on n'allait jamais dire que les deux, c'était la même chose. Et bien là, tout d'un coup, on dit, ben non, il n'y a pas de légitimité à en mettre deux. En fait, il y a un spectre. Et je dois dire que ça m'a profondément choqué. Et j'ai pas été le seul. Hein. Je ne suis pas spécialiste de l'autisme. Mais il y a des spécialistes de l'autisme qui ont été profondément choqués par ce spectre. Eh bien, je vais vous dire qu'avec le temps, j'ai changé. Voilà, avec le temps, j'ai changé. Et en ce qui me concerne, je trouve effectivement que cette notion de spectre fait sens. Voilà, effectivement, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont un phénotype, une façon d'être très particulière. Je ne vais pas détailler ce que c'est parce qu'en fait, figurez-vous que on ne sait plus vraiment expliciter ce qu'est l'autisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à voir dans la revue de l'INSAR, l'Association internationale de recherche sur l'autisme, ils ont une revue où il y a eu une série d'articles et de réponses. Alors, d'un article de Laurent Mautron, et avec une réponse de Gilbert, Utafris, enfin les grands pontes historiques de l'autisme. Eh ben, c'est fascinant de voir qu'ils ne savent plus comment définir l'autisme. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis que je ne sais plus le définir. C'est qu'au moins, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui sont perdus. Laurent Mautron, il dit, l'ADI, la DOS, en fait, ça a pourri la recherche sur l'autisme, ça a enfermé le phénotype dans des instruments, il faut les balancer et il faut se servir de prototypes. C'est qu'en fait, l'autisme est une maladie plurielle, il y a plein de sous-phénotypes, et de les enfermer dans un spectre, ça pourrit notre recherche, on n'arrive plus à rien faire, et vous êtes au courant que, on sait qu'il y a une vulnérabilité génétique dans l'autisme,
Mais à part de dire ça, on n'en sait rien plus. C'est-à-dire que toutes les études de génétique n'arrivent pas à montrer des trucs vraiment pertinents en dehors de quelques gènes qui portent sur quelques familles isolées. Mais le reste du temps, c'est multigénétique et on n'en sait pas plus. Eh bien, dans les réponses qu'il y a eu, et c'est pas les débuts des années 2000, hein, c'est cet été que ces articles ont été publiés. Cet été. Et donc, vous avez ces grands pontes de l'autisme qui disent, oui, c'est vrai, alors non, Motron, t'as tort, faut pas faire ça, mais oui, et d'ailleurs, le spectre, ça nous a tout foutu en l'air, etc., et voilà, etc. Alors voilà, donc on ne sait plus de quoi on parle. En tout cas, donc c'est une question ouverte, puisque les gens se la posent. Et donc, je vous invite à vous la poser, parce qu'elle est importante. Mais de mon point de vue, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on ne peut plus dire autre chose. Je pense que la notion de spectre de l'autisme est devenue quelque chose d'incontournable. Peut-être pas pour des raisons psychopathologiques, mais pour d'autres raisons. Alors donc, aujourd'hui, on se trouve avec un spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement dont l'autisme fait partie. Alors vous me direz, ben pourquoi pas? Après tout, les spectres de l'autisme, s'ils sont différents, c'est que leur cerveau est différent. Si leur cerveau est différent, pourquoi pas dire que c'est neurodéveloppemental? Alors le problème, c'est que vous connaissez Greta Thunberg, vous la connaissez tous et toutes, et vous savez que Greta Thunberg est autiste. Alors, je dis pas un crime, c'est elle qui le dit. Elle a tweeté, je suis autiste, hashtag #AspiPower. Voilà. Et au-delà de ça, en fait, quand vous regardez comment elle est, enfin, quand on interroge des spécialistes de l'autisme sur Greta Thunberg, ils disent « Ah, j'ai pas le droit d'en parler, mais enfin, si j'avais quelqu'un qui lui ressemblait, franchement, elle serait vraiment autiste. Hein. » Donc voilà, bon. Et alors vous me direz « Ah oui, mais elle n'est pas une patiente, elle a juste un trait. » Non, 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 non. Greta Thunberg elle-même, elle dit qu'elle a eu des troubles du comportement alimentaire, qu'elle a eu des dépressions, etc. C'est-à-dire, elle a tous les items du DSM-5 pour le trouble du spectre autistique. Donc Greta Thunberg est autiste. Donc Greta Thunberg a un trouble du neurodéveloppement. Donc, à partir de la définition de Michael Reuter, Greta Thunberg a une anomalie du développement de son fonctionnement associé à une maturation du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement déviant. Greta Thunberg est déviante alors qu'elle est susceptible de sauver l'humanité. Et donc là, faut arrêter. Faut arrêter que les psychiatres racontent des conneries. Souvenez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons traité des homosexuels en les considérant comme des malades mentaux. Eh ben, là, franchement, j'ai l'impression qu'avec Greta Thunberg, on est en train exactement de faire la même chose. Alors vous direz, ah, c'est pas pareil, c'est pas le sexe. Bah oui, c'est pas le sexe, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et là, on est en train de pointer du doigt quelqu'un qui est une star, qui est complètement apprécié par nos adolescents et qui pointe des problèmes de notre société qui sont de vrais problèmes, que nous n'arrivons pas à gérer, nous. Et qu'est-ce que nous disons sur elle? Qu'elle a un fonctionnement mental déviant. Et c'est notre métier de parler du fonctionnement mental. Alors là, franchement, c'est absolument pas tenable. C'est absolument pas tenable. On ne peut pas dire une chose comme ça. Alors, du coup, comment on s'en sort? Alors, alors on peut tout foutre en l'air en disant, alors c'est n'importe quoi. Ouais, mais alors c'est n'importe quoi peut-être. Mais alors pourquoi Reuter il a sorti ça alors que c'est un bon clinicien, c'est un bon chercheur. Donc alors il serait complètement barge. Mais c'est facile de dire que les gens sont barges quand ils sont pas d'accord avec nous. C'est facile de dire qu'ils sont barges quand bon. Donc ça me satisfait pas de dire que c'est n'importe quoi. Il y a bien dû avoir quelque chose pour qu'on en arrive là. Alors je vous propose de prendre du recul. Et je pense que prendre du recul, ça veut dire, vous savez, nous, cliniciens, on a un problème. C'est quand, alors qui n'est pas un problème, c'est lié à notre métier. Hein, c'est que on est des spécialistes de la relation 1 pour 1 ou 1 pour K. K allant de 1 à 3, 4, 5. C'est-à-dire que nous, dans notre consultation, nous sommes
plus ou moins seul derrière notre bureau, et en face de nous, nous avons un patient, plus ou moins ses parents et plus ou moins ses frères et sœurs. Voilà. Et on fait ça toute la journée. Et on oublie qu'en fait, il y a une société derrière, et que cette société, elle est extraordinairement compliquée, voilà, et qu'elle détermine plein de choses. Alors on le sait, hein, on le sait comme citoyen, mais dans notre pratique clinique, souvent, on l'oublie. Et pour le dire vite, en fait, souvent, les psychiatres et les psychologues sont pas super fans de travaux de sociologie. Et d'ailleurs, entre nous, réciproquement, les sociologues sont pas super fans de travaux de psychologie. Hein. Alors, ben, moi, je pense que là, il y a un vrai truc. Il faut qu'on regarde la société parce que notre société, elle bouge vite. Eh bien, alors, moi, j'ai envie de vous proposer trois choses. La première, c'est que dans notre société aujourd'hui, eh ben, figurez-vous que on n'a pas tous la même façon de conceptualiser ce qu'est un être humain. Et que mine de rien, ben, ça pose problème. Le deuxième point, c'est que, alors, tout le monde dit que notre société est barge. Bon, alors, je pense qu'à toutes les époques, les gens ont dit que leur société était barge. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins, moi, je trouve vraiment que notre... Alors, j'ai du mal à trouver le mot qui correspondrait. Je vous propose de dire que c'est une société en faux self. C'est-à-dire, notre société aujourd'hui, elle a un discours super lisse, super cool, on est inclusif, on est cool, on est démocrate, et voilà, etc., etc. En fait, dans le fond, c'est tout sauf ça. Et le troisième point, c'est que aujourd'hui, et là je pense que, vu nos métiers, on sera tous d'accord, il y a une crise de l'intériorité dans nos sociétés. Alors, voyons ça très rapidement, et je pense que tout ça, ça a à voir avec la notion de trouble neurodéveloppemental. Alors, premier point, nous n'avons pas tous la même façon de concevoir ce qu'est un être humain. Ben ouais, c'est que, il y a d'un côté les modernes, alors au sens de la modernité, c'est-à-dire la Révolution française et écossaise, puisqu'il paraît qu'en Écosse, il y a eu des modernes aussi, c'est pas que la France, avec la rationalité, on étudie le sujet rationnellement, et d'ailleurs le sujet fondamentalement est rationnel, et le sujet est universel, nous sommes tous pareils. Nous avons deux yeux, un nez, une bouche, un cœur, nous pensons, nous parlons, nous nous comprenons, nous sommes tous pareils, d'ailleurs nous sommes tous des citoyens, et nous votons, et c'est tous pareil. Et tout ce qui ne relève pas de ça, c'est du bruit ou de la maladie. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas le sujet rationnel ou universel, ben vous êtes malade. Et ça c'est très drôle parce que chez beaucoup de philosophes, on trouve ça. Parce que notre philosophie contemporaine, elle est fondamentalement moderne. Alors pas tous, hein, pas tous. Hein. Il y a des antimodernes chez les philosophes, hein, bien sûr. Mais c'est très drôle hein, parce que par exemple, pour beaucoup de philosophes, que recherche l'homme? Ben, il recherche le souverain bien. Enfin, vous êtes tous cliniciens, vous savez qu'il y a plein d'humains qui cherchent à se faire du mal. C'est juste la réalité. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est qu'ils sont barges. Voilà. S'ils cherchent à se faire du mal, c'est qu'ils sont masos. C'est la pathologie. Vous voyez, hein? Dès qu'on n'est pas conforme au truc, on est dans le mal. Et clairement, dans la définition du trouble neurodéveloppemental de Reuter, il y a ça. Et il dit, l'autisme, hyperactivité, etc., fonctionnement déviant. C'est-à-dire, ils sont à côté, ils sont anormaux. Alors que c'est juste faux. C'est ça qui est incroyable. C'est que vous avez tous eu des patients hyperactifs et des patients autistes. Certes, ils sont différents. Certes, ils ont des problèmes dans certaines situations. Mais certes, ils sont très forts dans d'autres situations. Et ils sont plus forts que nous. On ne peut pas dire que c'est déviant et que c'est anormal comme ça. Et je suis sûr que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Et que parfois on est sidéré par l'intelligence de ces patients. C'est même émouvant de les voir si maladroits dans certains domaines et si supérieurement intelligents dans d'autres. Donc certes, ils sont différents. Mais de là à dire que c'est un trouble et qu'ils sont déviants, c'est vraiment un problème d'idéologie
sur la façon de conceptualiser un être humain. Alors, la question de la société en faux self. Alors là, je vais prendre juste un truc, c'est nos sociétés sont inclusives. On est tous inclusifs, et si on l'est pas assez, alors c'est mal, il faut l'être encore plus. Super. Sauf qu'en réalité, notre société n'est pas inclusive. Elle l'est pas. Et d'ailleurs, si on dit autant que ça qu'il faut être inclusif, c'est qu'on sait très bien qu'on l'est pas du tout. Alors on va dire, ah, on l'est plus qu'avant. Mais j'en sais même rien. Et je pense franchement qu'on est moins inclusif qu'avant. Pourquoi? Parce que on a besoin, du fait de notre fonctionnement social, on a besoin d'une normativité. Je vais juste vous donner un exemple. Quand vous conduisez une voiture et que vous arrivez à un rond-point, comment ça marche? Ça marche si tout le monde sait comment l'autre marche. Vous vous engagez, il y a pas, vous savez, il y a des règles sur les ronds-points, mais personne ne les connaît et de toute façon personne n'y obéit. Donc il faut regarder à quelle vitesse arrive l'autre, il faut regarder comment il conduit, etc. Et alors, est-ce que je m'engage pas, etc. Et ça marche. Mais ça marche pourquoi? Parce qu'on est tous fait pareil. On est tous fait pareil et je me dis, lui, en fait, il arrive et en fait, il va faire ça. Et donc, moi, je vais faire ça. Et donc, les ronds-points, ça marche parce qu'on est tous pareils. Et bien, en ce moment, notre société, elle est comme ça. En ce moment, nous avons un culte de la performance. C'est d'une évidence. Et la performance, elle est atteinte dans une société humaine si nous collaborons tous au maximum. Et pour collaborer, c'est plus facile si on sait comment les uns et les autres fonctionnent. Et donc si quelqu'un est différent et incompréhensible, il fout le bordel et il participe pas à l'efficience de la société. Et donc du coup, les gens différents, ils font chier. Et voilà. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était pas le cas. Et là, les autoreprésentants, ils nous le disent. Vous savez, autrefois, vous voyez, le crétin du village, le benet, vous savez d'où ça vient, le mot crétin du village? Crétin, ça vient de chrétien. Et le benet, ça vient de béni. Ben ouais, il était crétin, il était bené, mais il était différent, mais Dieu l'avait fait comme ça. Et donc il faut l'accepter parce que Dieu l'a fait comme ça. Alors bien sûr, on brûlait des sorcières aussi. La religion, ça marche pas à tous les coups. Mais c'était pas conceptualisé de la même façon. Aujourd'hui, nous sommes dans une société hyper normative. Et il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux avec nos ados. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Être in dans un réseau social, il faut être super normé, il faut être super au fait de tout ce qu'on peut dire, ne pas dire dans telles circonstances, etc. Dès que vous déviez un peu de la norme, vous vous faites ramasser complètement dans la cour de récréation le lendemain. Et bien sûr, les gens qui sont différents, on va dire qu'ils ont un trouble. Et donc, du coup, la notion de trouble neurodéveloppemental, elle trouve son écho sociétalement. Et alors, les questions de l'intériorité, la question de l'intériorité, c'est qu'aujourd'hui, l'intériorité a disparu du monde rationnel. Il n'y a plus aucune recherche scientifique qui s'intéresse à l'intériorité des sujets humains. Alors, beaucoup d'entre vous êtes psychologues, ça doit vous foutre le cafard, mais c'est juste la réalité. Quelle est la version moderne de l'intériorité, la version rationnelle? C'est que l'intériorité d'un sujet, c'est la façon qu'il a de traiter l'information. C'est juste ça. Il n'y a plus d'intériorité en dehors de l'approche cognitive, en termes de sciences dures. Et je dis pas que c'est mal les sciences cognitives, c'est fascinant, c'est fascinant. Il y a des papiers extraordinaires, etc. Mais quand il n'y a que ça pour définir ce qu'est un sujet pensant, alors là, on touche un vrai problème. Parce que, est-ce que vos patients et vos patientes, vous pensez qu'ils sont contents qu'on les prenne pour des systèmes traitant de l'information? Je vous garantis que non. De la même façon, votre conjoint le soir, quand vous le retrouvez, et que vous dites « Salut mon chéri, t'es un système traitant de l'information », ça ne va pas le faire non plus. Donc là, il y a un vrai problème de décollage, de clivage, entre ce que nous ressentons tous les jours. Bien sûr que nous ne sommes pas ça. Nous avons une intériorité, et vous savez qu'il y a un anthropologue, moi je tapisserai les murs des travaux qu'il a écrits, Philippe Bescola, qui dit que tous les humains de la Terre, quelle que soit leur culture,
ont une intériorité et une physicalité. Nous avons un monde intérieur. Alors certains appellent ça les esprits, etc., qui communient avec les esprits de la nature et tout ça, voilà. Et nous, on n'est pas pareil, mais on a tous une intériorité, et par moments, on souffre dans notre intériorité. Et bien voilà, ça fait partie de notre job à nous de nous occuper de ces souffrances. Mais aujourd'hui, dans le monde de la rationalité, on ne peut pas dire ça. Et donc du coup, eh bien, on appelle ça des troubles neurodéveloppementaux. C'est plus de la souffrance intérieure, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc vous voyez, la notion de trouble neurodéveloppemental a surgi comme ça de la pensée de collègues qui avaient eu une idée qui, je pense, a quelque chose de fort à l'intérieur, mais la société s'en est appropriée parce que ça résonnait complètement avec ce qu'elle est en ce moment. En particulier les politiques, et alors là, bon, on commence à voir les catastrophes qui arrivent, en particulier les politiques, qui eux, ils surfent sur les évolutions de la société, ils disent, la société elle est comme ça, il y a des psys qui parlent de troubles neurodéveloppementaux, c'est super, on prend ça, et le reste c'est des conneries. Et on a ce qui se passe en ARS Nouvelle-Aquitaine, et on a ce qui se passe après les assises de la santé mentale, où on a du pognon qui part vers les neurosciences encore et toujours. Alors vous me direz, alors c'est foutu, tout ça, il n'y a rien à faire. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'en fait, figurez-vous que, bien sûr, de toute façon, ce truc-là, c'est excessif. On sait bien qu'on n'est pas comme ça, et voilà. Donc il y a un courant moderne, mais il y a un courant postmoderne en même temps dans la société. Un courant postmoderne qui arrive au XIXe siècle avec Nietzsche, Marx, Freud, c'est-à-dire que le vrai absolu n'existe pas. Toute vérité est culturellement dépendante. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis que c'est ce qu'ils disent. Une vérité absolue n'existe pas. Il n'y a qu'en mathématiques que la vérité absolue existe. En dehors de ça, il y a des choses qui sont vraies localement, mais on ne peut jamais dire qu'elles sont vraies totalement. Que le sujet universel n'existe pas. Alors pour Marx, il y a des classes dominantes et des classes dominées, et ils sont pas pareils, fondamentalement pareils. Et puis pour Freud, le sujet rationnel, c'est compliqué, parce que effectivement, on a un conscient, un inconscient, et parfois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, et donc ça apparaît être un paradoxe, et donc voilà, la réalité est plus compliquée. Et donc on voit là que il y a eu tout un champ de disciplines qu'on appelle les humanités aux États-Unis, que nous on appelle sciences humaines et sociales. Et là aussi c'est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, en fait, la notion de sciences humaines et sociales, sciences humaines ça n'existe pas. Il y a sciences sociales, sciences humaines ça n'existe pas. Il y a les humanités. Et donc on voit qu'il y a un champ du savoir qui s'est décollé du monde rationnel et scientifique, et qui, la littérature, la poésie, l'histoire, etc., où on s'intéresse au sujet vu différemment, dans sa complexité, dans sa singularité, dans sa singularité, dans sa complexité. Et ça a trouvé un écho considérable dans nos sociétés. Et effectivement, le fait que nous soyons tous singuliers est devenu un truc massivement important. Et là, moi je trouve que le titre du dernier bouquin d'Elisabeth Roudinesco est extraordinaire. Hein. Alors c'est quoi déjà chacun comme un roi, ou quelque chose comme ça. Hein. Soi-même comme un roi. Soi-même comme un roi. Nous sommes tous les rois de notre singularité. Et là, franchement, c'est juste la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc nous sommes en fait, on est dans un monde, qui est clivé. D'un côté, il y a les modernes, chez les politiques, chez les scientifiques, voilà. De l'autre côté, on a les postmodernes, qui sont en rébellion contre ça, et du coup, il y a une incompréhension, et du coup, vous avez Greta Thunberg, qui est postmoderne, hein, elle a une identité autiste, et elle la revendique, et elle dit Happy Power, voilà, et c'est comme ça, et elle va sauver l'humanité accessoirement. Et puis vous avez les modernes à côté qui disent mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Et d'ailleurs vous avez entendu les réactions violentes qu'il y a eu contre Greta Thunberg, impressionnantes, hein, impressionnant. Elle est folle, etc. C'était complètement déplacé, maladroit, et donc c'était évidemment un mécanisme de défense.
Bon, alors j'en arrive à la fin. Comment on va s'en sortir en pratique? Ben, je crois qu'il faut qu'on se pose des questions, nous-mêmes. Alors, première question, ben, je crois qu'il faut se poser, est-ce que l'hyperactivité est un spectre? Est-ce que les troubles 10, c'est un spectre? Est-ce que l'autisme, c'est un spectre? Ou est-ce qu'il y a des troubles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une rupture? Ou est-ce qu'il y a un continuum? Phénotypique. 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 Alors, moi, je vous laisse répondre à cette question. En y ayant réfléchi, pour moi, il y a un continuum. Hein, l'hyperactivité, il y a un continuum. On peut pas dire le contraire. Les troubles 10, franchement, il y a un continuum. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème c'est-à-dire, vous avez un enfant qui est dysorthographique à minima, c'est un cancre. Vous avez un enfant qui a une véritable dysorthographie authentifiée par une orthophoniste, il va avoir une rééducation et un tiers-temps supplémentaire et c'est un pauvre petit chou. Alors moi je voudrais savoir à partir de quand on est un cancre, à partir de quand on est handicapé, quoi. Alors c'est le saut de la MDPH. Alors, moi, je suis moyennement d'accord avec ça. Moi, j'ai plein de patients qui sont cancres, étiquetés comme ça. Ils sont pas franchement dysorthographiques, etc., etc. Ils le sont juste un peu, pas suffisamment pour être rééduqués, et du coup, ils portent tous les boulets de la terre. Moi, ça me pose problème. Voilà, je ne vois pas pourquoi on fait une telle différence. Donc, pour les 10, il y a l'hyperactivité, franchement, c'est juste une évidence. Hein. Il y a un continuum dans l'hyperactivité. Et alors, dans l'autisme, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai été convaincu par, vous savez, les textes de Lorna Wings, qui est cette psychiatre britannique dans les années 80, qui avait une enfant autiste, je crois que c'était une fille, je suis pas sûr, mais et qui a décrit, je crois que c'est elle qui a redécrit les patients d'Asperger et qui propose dans son article de 1982 qu'on peut retrouver sur internet hein, gratuitement, qui décrit des patients. Alors c'est très drôle parce qu'elle décrit des patients qui sont des patients et qui ont des troubles qui ressemblent à l'autisme mais qui sont quand même beaucoup plus légers et elle dit mais en plus, il doit y en avoir qui sont comme ça, mais qu'on ne voit pas parce ils nous ont jamais été amenés. Et donc, ils doivent être tout seuls dans la nature, avec ces traits autistiques, mais personne ne le sait, et pas même eux. Je crois qu'elle a raison. Moi, je suis convaincu par ça. Je suis convaincu par ça, et par des patients et des patientes qu'on voit de plus en plus, parce que les parents sont au courant avec Internet. On voit maintenant beaucoup de patients début du collège qu'on nous amène qui tenaient le coup à l'école primaire et qui au collège où la sociabilisation est plus difficile deviennent en difficulté et quand on les voit, on voit un phénotype autistique mais qui est léger, mais qui est suffisamment important pour qu'il y ait de la souffrance qui aille avec. Donc oui, pour moi, il existe un spectre dans l'autisme, dans l'hyperactivité, dans les troubles 10, etc. Alors du coup, deuxième question. Si la notion de spectre est pertinente, quelle place y a-t-il pour des troubles? Parce que le trouble, il est binaire. Le spectre, il est continu. Alors là, je crois qu'on s'en sort parce qu'en fait, on confond spectre phénotypique et rupture phénoménologique. Je le redis. Il y a un spectre phénotypique, c'est-à-dire dans l'autisme, dans l'hyperactivité, dans les 10, il y a un continuum phénotypique qui fait que on est plus ou moins différent. On est du peu différent au très différent. Et cette différence, à un moment donné, elle peut devenir tellement importante qu'il y a une rupture dans le fonctionnement, une rupture dans la façon d'être. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot rupture phénoménologique plutôt que de rupture du fonctionnement. Il y a une rupture. Il suffit parfois que le phénotype augmente un tout petit peu pour que le sujet bascule. Et je suis sûr que vous avez vu des patients qui tenaient le coup,
il tenait le coup au CM1, CM2, 6e, et tout d'un coup, parce qu'il y a un prof qui est différent, parce qu'il y a à l'école quelqu'un qui leur dit ça, un frère ou une sœur qui leur dit quelque chose, tac, il y a une rupture, et on rentre dans la psychopathologie. Donc, en fait, il y a une dimension phénotypique, mais il peut y avoir une rupture phénoménologique qui conduit à un trouble, mais ce n'est pas le phénotype qui est le trouble. Le trouble, c'est la conséquence de l'inadéquation entre la société et le phénotype. Et notre rôle à nous, c'est de faire que la rupture n'arrive que quand le niveau phénotypique est le plus important possible. C'est-à-dire de faire que les sujets différents puissent vivre à l'école, avec des copains, dans leur famille, le plus longtemps possible, avec le plus de confort possible, avec le plus de bien-être, et de pouvoir se réaliser alors qu'ils sont différents en termes de phénotype. Donc en fait, il n'y a pas de trouble neurodéveloppemental, il y a une différence neurodéveloppementale, et du fait de cette différence, il peut y avoir des ruptures phénotypiques qui conduisent à des troubles, et qui sont de la dépression, des idées suicidaires, des troubles anxieux, etc., etc. Comme il y avait dans la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, on avait 3 grandes catégories, psychose, état limite, névrose, et à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y avait de la dépression. Alors, je ne dis pas que la CFTMEA a raison, hein. La CFTMEA a des avantages et des inconvénients, et beaucoup d'inconvénients, en particulier qu'elle est très difficilement reproductible, parce qu'elle tient dans 20 pages. Et donc voilà. Mais quelque part, l'idée n'était pas mauvaise. Et effectivement, je pense que la dépression d'un état limite, c'est pas pareil que la dépression d'un autiste qui décompense, c'est pas pareil que la dépression de quelqu'un qui a été abusé sexuellement. Ça n'est pas, d'ailleurs, ça ne se soigne pas de la même façon. Alors, donc il y aurait des différences neurodéveloppementales, de la neurodiversité, hein, vous savez, le mot est à la mode, et à cause de cette neurodiversité, on aurait des troubles. Pourquoi pas? Mais, dernière question, est-ce que c'est vraiment utile de parler de neurodiversité? Pourquoi mettre le cerveau là-dedans? Parce qu'après tout, un hyperactif, il est différent. Ben d'accord, son cerveau est différent. Mais enfin, tous nos patients psychiatriques ont des cerveaux différents. Forcément. S'ils sont pas pareils. S'ils sont malades, c'est qu'ils sont pas pareils. S'ils sont pas pareils, c'est que leur cerveau est différent. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour dire ça. Alors peut-être que c'est les surrénales, la thyroïde, etc. Il n'y a pas que le cerveau qui conduit au fonctionnement psychique. Enfin quand même, le cerveau est incontournable. Donc du coup, ben, bien sûr, si vous êtes anxieux, votre cerveau n'est pas pareil. Donc à quoi ça sert de dire que c'est neuro quelque chose? Alors là, là, il y a des collègues qui disent, ben ouais, mais tu comprends, quand on dit aux parents que c'est neuro différent, alors ça, ils sont rassurés, ça les culpabilise moins, c'est bien, etc. Ok, on a tellement dit de conneries aux parents qu'on on peut dire neuro, comme ça c'est cool, ils sont pas coupables. Pourquoi pas? Et puis tu comprends, si on dit neuro, comme ça on a du pognon des politiques, parce qu'on a l'air sérieux, et donc comme on a de l'argent, on peut mieux soigner nos patients. D'accord. Et puis en plus, tu sais, si on dit neuro, on a l'air savant, quoi. Quand on est avec les collègues médecins, au moins on peut dire, ah ben il y a des neurotrucs, voilà, on est dans le vent, etc., quoi. Donc du coup, on va dire neuro, quoi. On va dire neuro. Parce que c'est cool, quoi. Alors, ben peut-être, d'accord, peut-être. Mais alors quand même, ça pose des problèmes. C'est que si quand on a un trouble du neuro quelque chose, c'est cool, mais alors tous nos patients qui n'ont pas un trouble du neuro quelque chose, ben alors ils sont quoi, eux? Alors eux, ils sont psy. Et donc, ben, s'ils sont neuro et s'ils sont pas neuro et qu'ils sont psy, ben, ils sont rien. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, ben, si vous êtes psy, vous êtes rien. D'ailleurs, on le sait bien, hein. Si vous avez un problème quelque part et qu'on trouve rien, on dit, ah ben, t'inquiète pas, c'est psy. Donc, autrement dit, t'es un malade imaginaire, t'es rien. Eh ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde de la psychiatrie. Vous avez les troubles du neurodéveloppement. Et là, vous avez vu ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, hein.
ils sont sérieux, c'est des vrais patients, on met du pognon, et tous ceux qui ne sont pas du neurodéveloppement, eh ben, c'est quoi? C'est des mômes, ils savent pas quoi faire de leur vie, quoi. Ils sont malheureux, ils savent pas pourquoi ils sont malheureux. Ben basta, c'est pas de la psychiatrie, c'est pour les travailleurs sociaux où ils ont qu'à regarder des films, des dessins animés, ça les rendra heureux, quoi. Hein. Donc il y a quand même un vrai problème, c'est que ben, on a plein de patients, et d'ailleurs en termes de d'incidence, c'est l'immense majorité de nos patients. L'immense majorité de nos patients ont des troubles anxio-dépressifs. Alors, l'astuce qu'ont trouvé les collègues, c'est le trauma. C'est que, en fait, le trauma, c'est respectable. C'est pas un euro, mais si vous êtes traumatisé, alors la société respecte. Donc, alors, il y a les traumas hardcore, c'est-à-dire le Bataclan et compagnie, alors là, voilà. Mais on a inventé les traumas complexes. Alors ça, c'est fantastique parce que, en fait, vous avez eu une enfance difficile, on appelle ça un trauma complexe, et du coup, vous êtes malade. Mais vous êtes malade psychiatrique, mais c'est à cause d'un trauma complexe. Et là, vous êtes pris au sérieux. Et donc, aujourd'hui, le monde de la pédopsychiatrie est en train de tout foutre dans le neurodéveloppement ou dans le trauma. Et comme ça, on a l'air sérieux. Et on arrive à avoir de l'argent, et d'ailleurs c'est le cas, on a de l'argent pour des centres d'ailleurs on l'a entendu aux informations, hein, il va y avoir de l'argent pour des centres spécialisés dans la prise en charge des traumas, et pour la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Et pour le reste, eh ben il n'y a rien. En fait, ça n'existe pas. Alors on va dire, ouais, bah pourquoi pas? Ben ouais, mais alors est-ce que c'est notre métier à nous? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité fondamentale de dire que ben, on a une intériorité, nos patients en ont une aussi, et quand ils souffrent à l'intérieur de leur intériorité, eh ben ça s'appelle des problèmes psychiatriques, et qu'on doit les prendre en charge, quelle que soit la forme de cette souffrance, qu'elle soit d'origine neurologique, environnementale, traumatique et tout ce que vous voulez, et qu'ils sont tous égaux dans cette souffrance. Est-ce qu'on n'a pas un devoir éthique en tant que professionnel de dire ça? Alors bien sûr, peut-être qu'on sera moins occupé, peut-être qu'on aura moins d'argent. Alors finalement, ben moi je pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je serai ravi d'avoir vos réponses.